Merci, chers collègues, encore heureuse de vous retrouver de façon virtuelle, en attendant bien sûr le plaisir qu'on se voit en présentiel. Euh, donc moi, le sujet que je vais traiter dans le cadre de cette session sur la neurologie ambulatoire concerne les lombalgies et les lomboradiculalgies. Donc évidemment, comme l'a bien dit Yassine tout à l'heure, c'est une pathologie très fréquente qui est vue par plusieurs spécialistes, médecins généralistes, rhumatologues, MPR, neurologues, neurochirurgiens. C'est quand même le deuxième motif de consultation en médecine générale en ce qui concerne la lombalgie aiguë et c'est 10% des arrêts de travail. Alors, quels malades vont se retrouver chez le neurologue? Bah, aussi bien, on le voit dans notre pratique ambulatoire, c'est aussi bien la lombalgie commune que la lombalgie chronique, que le patient qui a des douleurs radiculaires avec ou sans déficit neurologique. Donc, comme vous le savez très bien, deux causes principales, ce sont les douleurs d'origine purement musculo-squelettique, mais aussi les hernies discales à côté des autres causes importantes. Alors, j'ai traité ce sujet sous l'angle de la neurologie ambulatoire, ça veut dire que c'est une pratique courante, et je vais surtout insister sur deux choses. La première, c'est faire attention au drapeau rouge pour ne pas passer à côté de causes nécessitant un traitement spécifique ou urgent, et aussi ne pas surexplorer des malades qui n'ont pas besoin de l'être. Et en fait, ces éléments-là passent surtout par un bon interrogatoire et un bon examen clinique. Quelques définitions très rapidement, surtout pour ce qu'on appelle lombalgie commune. C'est en fait la lombalgie, c'est la plus fréquente dans laquelle il n'y a pas de signe d'alerte ou de drapeau rouge. On dit que c'est aigu quand toute la lombalgie est résolutive en moins de 4 semaines. Elle est chronique quand elle persiste au-delà de 3 mois. Et il y a les lombalgies à risque de chronicité. C'est important de repérer ces malades parce que c'est ceux-là qui vont être surexplorés au risque de les fixer dans leurs symptômes. Ce sont des malades qui ont des douleurs qui persistent au-delà de 4 semaines et moins de 3 mois. Et bien sûr, les malades qui ont des lombalgies communes qui récidivent dans l'année sont des malades qui sont à risque de chronicité. Alors, j'ai commencé par la première question dans ce qui nous a été demandé, c'est comment interroger. Et en interrogeant le malade, en fait, il y a 3 points fondamentaux. Décrire la douleur, rechercher des signes neurologiques et identifier ces fameux drapeaux rouges. Bien sûr, un caractère aigu ou chronique et il y a la lombalgie isolée qui est unibilatérale, qui est décrite comme en fait une sensation de tension, de blocage des muscles au niveau du bas du dos qui peut descendre en fait jusqu'à la fesse, voire jusqu'au muscle ischio-jambier. Et cette douleur peut être prise à tort pour une irradiation radiculaire, donc il faut faire attention à ça. Bien sûr, à côté de ça, il y a la douleur radiculaire avec quelques caractères de douleur neuropathique, principalement des charges électriques, picotement ou engourdissement. Et on va faire préciser au malade le trajet qui est sur un dermatome radiculaire. Vous savez très bien les trajets qui nous permettent d'identifier si c'est une irradiation L3, L4, L5 ou S1. Dans la description de la douleur, il y a quelques éléments sémiologiques qui peuvent vous mettre sur la piste étiologique. Alors, dans la majorité des lombalgies communes avec ou sans radiculalgie, la douleur est aggravée par la position assise, elle est améliorée par la station debout et en position allongée. Lorsque la douleur s'aggrave à la position debout, c'est surtout en cas de compression radiculaire, qu'elle soit d'origine ostéo-articulaire ou par hernie discale foraminale. La douleur qui s'aggrave ou qui apparaît à la marche est très évocatrice d'un canal lombaire étroit. La douleur qui s'aggrave avec tout ce qui augmente la pression intrarachidienne comme une toux, un éternuement, etc., est très évocatrice d'une compression radiculaire, notamment une hernie discale. Et puis, très important, c'est l'un des drapeaux rouges, la douleur qui persiste, qui est continue et qui persiste même pendant la nuit, qui réveille le malade, est un drapeau rouge qui peut faire suspecter une atteinte infiltrante ou infectieuse.
Dans l'interrogatoire, toujours, on va chercher des symptômes neurologiques. Est-ce qu'il y a un déficit moteur, un déficit sensitif avec les caractères de la douleur neuropathique que vous connaissez très bien. Alors, quand ces signes sensitifs sont localisés dans la région pelvienne, c'est un drapeau rouge, bien sûr, quand il y a aussi des troubles sphinctériens. Et puis, toujours dans ce qui est très évocateur du canal lombaire étroit, le malade va décrire qu'on appelle une claudication neurogène, ça veut dire une douleur, une faiblesse ou des crampes qui apparaissent à la marche après un certain périmètre de marche, à la station debout, qui est soulagée par la position penchée en avant. Ça, c'est très évocateur d'un canal lombaire étroit. Toujours à l'interrogatoire, on va chercher le contexte particulier. Le plus classique, c'est le facteur déclenchant, c'est la douleur à l'effort de soulèvement ou de torsion mal contrôlée. Ça, c'est surtout dans les hernies discales ou certaines causes musculo-squelettiques. Mais dans ce contexte particulier, on va identifier les drapeaux rouges dont on va parler tout à l'heure. Alors, la deuxième question, c'est comment examiner? Et on va bien sûr examiner en deux étapes. Il y a chercher le syndrome rachidien et le syndrome radiculaire. J'insiste un peu sur le syndrome rachidien et j'attire les neurologues et en particulier les jeunes qui sont en formation à apprendre à faire l'examen rachidien chez le patient neurologique et notamment dans ce type de situation et même dans d'autres types de situations, en particulier neuromusculaires, il faut savoir examiner le rachis. Chez le patient lombalgique, on peut trouver une raideur, des douleurs latéralisées ou non. Le malade peut avoir des attitudes antalgiques avec une déformation antalgique du dos, une inflexion latérale vers le côté sain par exemple. On peut chercher à la palpation la douleur des muscles paravertébraux. On peut chercher à la percussion la douleur au niveau des vertèbres, au niveau des régions intervertébrales. Et bien sûr, ça vous permet d'identifier l'existence d'une déformation du rachis qui peut être l'une des explications étiologiques. Dans l'examen clinique, le syndrome radiculaire lombaire, j'ai mis ici en résumé quelques éléments clés de l'examen, que ce soit le déficit moteur, les réflexes tendineux qui vous orientent vers le niveau de l'atteinte, à savoir un déficit de flexion de la hanche oriente vers une atteinte L2, L3, un déficit des releveurs du pied, abolition du réflexe rotulien, c'est la racine L4, un déficit qui intéresse aussi bien les releveurs du pied et des orteils, c'est la racine L5, et la flexion plantaire et des orteils avec le réflexe achillien, c'est la racine S1. Pour le déficit sensitif, vous connaissez bien sûr les schémas de dermatome radiculaire et il faut vraiment avec précision identifier le territoire déficitaire, le territoire radiculaire déficitaire. Bien entendu, au cours de votre examen, n'oubliez jamais de rechercher les troubles sensitifs au niveau des territoires des dernières racines sacrées qui peut vous faire suspecter un syndrome de la queue de cheval. Selon la North American Spine Society, dans ses recommandations, dans le syndrome radiculaire lombaire, il y a 4 signes clés de l'examen clinique qui sont très importants pour identifier une atteinte radiculaire. Bien sûr, faire marcher le malade sur les pointes et les talons pour identifier les déficits L5 ou S1. Faire quand même un testing musculaire pour avoir une cotation de ces déficits, c'est important, on va voir tout à l'heure. Rechercher un signe de lacet qui soit homolatéral ou contralatéral, donc on le cherche au niveau des deux membres inférieurs. Et bien sûr, identifier le territoire du déficit sensitif. Ces 4 éléments d'examen clinique sont des éléments clés pour identifier le territoire radiculaire atteint. Rechercher la douleur radiculaire par le signe de l'ASEC, ça vous le connaissez très bien. Je vais juste rappeler qu'il est considéré positif quand la douleur apparaît entre 30 et 70 degrés. En dessous de 30 degrés, parce qu'en fait, dans ces différents signes que je vais décrire, le principe, c'est mettre en tension la racine en tirant dessus. Et si elle est comprimée, ben, ça va déclencher la douleur ou exacerber la douleur. Donc, en dessous de 30 degrés, on ne peut pas avoir mis la racine en tension. Donc, si le malade a mal, on va douter sur la véracité de la douleur. Et au-dessus de 70 degrés, ce sont des douleurs un peu physiologiques. Un équivalent du LASEK en décubitus ventral chez les malades qui ont des douleurs de type cruralgie s'appelle le signe de Léry.
Et puis, on peut aussi, en recherchant le signe de Lasek, sensibiliser par le signe de Bragard, qui consiste à faire une flexion forcée du pied du malade. Quand la douleur est minime, ça permet de sensibiliser le signe de Lasek et faire apparaître la douleur. Par la même occasion, au cours de ces manœuvres, on va éliminer certaines douleurs qui sont plutôt articulaires, en particulier de l'articulation sacro-iliaque, en faisant le test de Patrick, qui consiste en fait à mettre le pied du côté atteint sur le genou contralatéral, faire une pression sur le genou du côté atteint et sur la crête iliaque opposée. Si on déclenche une douleur, c'est plutôt une douleur de l'articulation sacro-iliaque qui parfois peut prêter à confusion avec une douleur radiculaire. Très important, bien entendu, de faire un examen général et on n'insiste pas suffisamment assez sur l'intérêt de faire un examen cutané chez le malade neurologique. Ça peut vous mettre sur la piste de certaines étiologies, comme ici, par exemple, un zona, une touffe de poils qui vous oriente vers un dysgraphisme ou des déformations rachidiennes. Voici les fameux drapeaux rouges dont j'ai parlé tout à l'heure, que vous aurez identifiés au cours de cet interrogatoire examen clinique. Les drapeaux neurologiques sont ceux qui orientent vers le syndrome de la queue de cheval que vous connaissez très bien. À côté de ça, tout malade qui a un déficit neurologique rapide, une atteinte polyradiculaire ou un déficit moteur au premier plan, c'est aussi un drapeau rouge. Et puis les drapeaux rouges non neurologiques, ceux qui peuvent vous faire suspecter l'existence d'un cancer, antécédent de néoplasie, perte de poids inexpliquée, etc. La douleur qui persiste, qui est intense, quelque chose qui peut vous orienter vers une fracture du rachis ou bien un contexte d'infection. Donc, tous ces drapeaux rouges, dès la première consultation, vont vous imposer la prescription d'exploration diagnostique chez le malade. Très rapidement, il faut quand même, au décours de cette première étape d'examen, identifier les douleurs lombaires qui ne sont pas vraiment organiques ou somatomorphes. C'est les malades qui ont un terrain particulièrement anxieux ou dépressif. C'est des douleurs mal systématisées. Le malade hyper réagit pendant l'examen clinique. On peut distraire le malade de sa douleur, etc. Alors, c'est la situation qui a été dans les recommandations françaises décrites comme étant des drapeaux jaunes. Et ce sont des malades qui sont en fait enclins au passage à la chronicité. Il faut les identifier parce que c'est une prise en charge spéciale et ce n'est pas la peine de les inclure dans un circuit d'exploration parce que ça ne fera que fixer leurs symptômes. Alors, quand faut-il explorer? On a dit quand il y a un drapeau rouge et quand il y a aussi dans les recommandations américaines, si les douleurs lomboradiculaires persistent au-delà de 6 semaines malgré un traitement médical. Explorer veut dire, bien sûr, en premier lieu, une imagerie et puis parfois l'électroneuromyogramme et puis d'autres explorations selon le contexte. L'imagerie radiologique, on ne le fait pas toujours, mais les radios standards peuvent être utiles. C'est chez le malade lombalgique, chez qui les lombalgies ne cèdent pas, quand on suspecte une cause ostéo-articulaire, déformation, etc. Bien sûr, l'IRM reste le gold standard dans l'exploration des malades avec douleurs lomboradiculaires, avec les séquences T1, T2, sagittal, axial, coronal. L'injection de Gado sera nécessaire quand on n'aura pas identifié de compression radiculaire évidente et quand on suspecte en fait des causes médicales ou infiltratives ou infectieuses. Donc, il faut savoir demander l'injection de Gado. Le scanner utile pour l'intégrité ostéo-articulaire, mesurer le canal et aussi chez les malades chez qui on ne peut pas faire d'IRM. Et puis, dans les guidelines américaines, la myélographie garde sa place quand l'IRM n'est pas concluante ou quand il y a une contre-indication à l'IRM. Les diagnostics étiologiques, je ne vais pas en fait en parler en détail. La majorité des malades auront surtout une hernie discale pour les atteintes radiculaires, canal lombaire étroit, tumoral, etc. Donc, ce sont la majorité des étiologies qui peuvent nécessiter un traitement chirurgical. Ailleurs, les causes infectieuses vont être prises en charge par le neurologue. Ce sont essentiellement les méningo-radiculites
avec bien sûr les causes classiques que vous connaissez, CMV, herpès, Lyme, brucellose, etc. Et c'est des situations où vous aurez besoin bien sûr d'examiner le LCR et d'avoir une IRM avec GAP. Il y a bien sûr les atteintes extra-rachidiennes auxquelles on va penser, sans oublier qu'un malade qui a une atteinte plexique aura un tableau assez typique d'une atteinte radiculaire. Voici quelques exemples d'imagerie, juste pour montrer que l'IRM, bien sûr, c'est le gold standard pour examiner ces malades. Ici, c'est des exemples de hernie discale avec les différents types médiane ou paramédiane, foraminale, comme ici dans cet exemple, ou bien extraforaminale, donc, ou bien une IRM migrée ici. Donc, c'est vraiment l'IRM qui permet au mieux d'analyser ce genre d'étiologie. Quelques exemples de causes que peut montrer l'IRM, ce sont par exemple les kystes arachnoïdés en kyste de Tarlov. Ici, un spondylolisthésis avec une grosse compression sur le canal, un canal lombaire étroit. Ici, une métastase vertébrale avec certainement une infiltration méningère radiculaire. Et là, une moelle attachée avec un lipome sacré, une cause que l'on peut trouver chez un jeune, un adolescent, un enfant ou un jeune adulte. On n'oublie pas quand même de souligner qu'on trouve très souvent à l'IRM ces aspects de rachis, d'atteinte dégénérative du rachis. Et je voudrais souligner cette étude de population très intéressante qui a montré que ces anomalies dégénératives du rachis sont déjà présentes dans 30%, elles sont asymptomatiques et présentes dans 30% des cas à partir de 20 ans, que cette fréquence augmente de 12 à 16% par décade jusqu'à 96% à 80 ans. Et donc le fait de les trouver, surtout chez un malade qui est lombalgique chronique, ce n'est pas forcément l'explication. Et on va tomber dessus quand on surexplore des malades et on risque en fait de les amener vers la chronicité alors que c'est des malades qui ont besoin de prise en charge en rééducation et psychologique assez particulière. Alors, quand faut-il réaliser un électronneuromyogramme? C'est quand on a un doute sur une atteinte tronculaire ou plexique, donc plutôt diagnostic différentiel. Si la douleur persiste, s'il y a un déficit neurologique associé ou si on a identifié une atteinte polyradiculaire. L'intérêt de l'électronneuromyogramme, c'est faire le bilan des racines atteintes, le degré de gravité et voir s'il y a une corrélation avec la clinique et l'imagerie. Quand on fait un électronneuromyogramme pour une exploration, une atteinte radiculaire des membres inférieurs, on examine obligatoirement les deux membres inférieurs. Par exemple, dans le cas d'une hernie discale, une simple hernie discale peut comprimer plusieurs racines. C'est pour ça qu'il faut faire un bilan complet. Donc, on fera une conduction nerveuse motrice et sensitive, fibulaire et tibiale. Bien sûr, il faut faire les ONDEF, les réflexes H pour les racines S1 et un EMG à l'aiguille qui est l'étape fondamentale dans le NMG, pour les atteintes radiculaires, il faut examiner 2 muscles par myotome. Là, c'est un kit minimum d'exploration qu'il faut faire en ENMG avec les différentes racines, les muscles qu'on peut explorer et les nerfs moteurs et sensitifs correspondants. Bien sûr, habituellement, les sensitifs sont normaux quand il y a une atteinte radiculaire, mais il ne faut pas oublier qu'un sensitif altéré peut être en cas d'hernie discale foraminale. Les signes de gravité que l'on va identifier à l'ENMG, ce sont ceux de l'atteinte axonale. C'est principalement la dénervation lors de l'EMG de détection. Dans des formes très sévères, on peut avoir une diminution des amplitudes motrices. L'atteinte polyradiculaire peut être corrélée à la clinique et à l'imagerie. Alors, est-ce qu'on a des corrélations? Dans cette étude, par exemple, il y a beaucoup d'études qui montrent ça. La corrélation entre la clinique et l'IRM est meilleure qu'entre la clinique et l'ENMG en termes d'atteinte radiculaire des membres inférieurs. Ça concerne les hernies discales. Ça ne dépasse pas 58% en moyenne. Et c'est quelque chose qu'on a vérifié. Je ne sais pas si vous avez pu voir le poster du service à ce propos.
qui nous a montré qu'en fait, les malades sont envoyés souvent inutilement pour l'ENMG dans ces indications et que la meilleure situation, on aura une corrélation, c'est celle où le malade aura aussi des signes cliniques à l'examen clinique. La gravité de l'EMG, quand il y a une atteinte radiculaire grave à l'EMG, ça peut être corrélé à un moins bon pronostic post-chirurgical, parce que gravité veut dire perte axonale, ça veut dire que le malade mettra beaucoup de temps à récupérer et qu'il va garder des séquelles. Alors, pour finir, comment traiter la lombalgie commune? Ça, c'est un exemple d'ordonnance où on mettra un anti-inflammatoire non stéroïdien pendant une courte durée avec un niveau de preuve élevé. Un myorelaxant, c'est dans les indications américaines seulement. Paracétamol, oui, s'il y a besoin. Et surtout, l'hygiène de vie avec principalement un retour rapide à une activité physique normale. Des courtes périodes de repos au lit, pas plus de 2 heures en cas de douleur intense, ne pas porter d'objets lourds et mettre un support lombaire pour les voyages. Il faut contrôler les malades à 4 semaines. S'il y a une amélioration, on conseille des exercices de renforcement des muscles lombaires et abdominaux. Si les douleurs persistent, il faut chercher toujours les drapeaux rouges pour explorer ou bien les facteurs de passage à la chronicité et référer le malade au MPR pour une prise en charge optimale. Voici les recommandations françaises pour le traitement des lombalgies communes. C'est ce que je viens de dire. On ajoute les myorelaxants pour les recommandations américaines. Et pour les autres traitements, qu'il s'agisse des antidépresseurs tricycliques ou des opioïdes, c'est seulement chez les malades chroniques ou avec un terrain anxieux pour les antidépresseurs tricycliques. Et les gabapentinoïdes, c'est seulement s'il y a des douleurs radiculaires associées. Comment traiter une radiculalgie? Là aussi, on peut donner un anti-inflammatoire non stéroïdien de courte durée. Les corticoïdes ne sont indiqués avec un niveau de preuve élevé que en cas de hernie discale en phase aiguë, pas dans les autres étiologies. On peut là aussi, s'il y a une contracture musculaire, ajouter un myorelaxant et bien sûr, surtout, mettre un traitement de la douleur neuropathique, qu'il s'agisse de la gabapentine, prégabaline, amitriptyline. En fait, les choix qu'on a habituellement avec l'escalade habituelle, avec les doses qu'il faut, bien sûr, et ceci, je pense, va être très bien détaillé par Dr Rafay tout à l'heure. Il y a d'autres traitements, bien sûr, quand il y a on peut avoir recours à la chirurgie quand il y a une étiologie qui nécessite la chirurgie. L'immobilisation peut être indiquée dans certaines atteintes osseuses. Physiothérapie et rééducation, c'est toujours utile chez ces malades-là. Et puis, chez certains malades, on peut aller aux infiltrations aux corticoïdes qui doivent être faites par des mains bien expertes. Alors, quand faut-il référer le malade au chirurgien? Bien sûr, quand il y a une hernie discale, vous connaissez très bien les raisons qui peuvent poser une indication chirurgicale. La douleur intense qui n'est pas du tout calmée, y compris par les morphiniques. Un déficit musculaire avec intestine inférieur ou égal à 3/5. Le syndrome de la queue de cheval, trouble sphinctérien, déficit sensitif en stèle et en cas d'atteinte polyradiculaire. La compression foraminale également est une indication chirurgicale. Le malade avec un canal lombaire étroit doit être référé au neurochirurgien et puis bien sûr toutes les autres causes d'atteinte radiculaire, quelles qu'elles soient, tumorales, abcès, etc. Les lombalgies chroniques invalidantes avec rachis dégénératif qui ne répondent pas correctement au traitement conservateur peuvent également, dans une équipe multidisciplinaire, faire discuter une indication chirurgicale. Voici pour résumer en fait un arbre décisionnel qui reprend un peu ce que j'ai dit. Alors qu'il s'agisse d'une lombalgie commune, d'une atteinte radiculaire, en l'absence de drapeau rouge, on va faire un traitement conservateur. Dans plus de 90% des lombalgies communes, la douleur va régresser en moins de 3 semaines, jusqu'à 88% pour les atteintes radiculaires, amélioration en 3 mois. Alors si le malade ne s'améliore pas à 4 semaines, on recherche toujours à chaque fois les drapeaux rouges qui vont nous amener à explorer et peut-être à référer au neurochirurgien. Sinon, on continue un traitement conservateur avec de la rééducation et puis on réévalue à 6 semaines et ainsi de suite. Je vais juste rappeler ce que je n'ai pas dit tout à l'heure pour l'EMG.
qu'il ne peut être contributif au traitement que s'il est fait 3 semaines après le début de l'atteinte radiculaire pour qu'il soit totalement informatif. Donc, pour les messages à retenir, bien sûr, évidemment, c'est une pathologie fréquente qu'on voit beaucoup en neurologie ambulatoire. Et mon message principal était de deux sortes. Premièrement, ne pas passer à côté d'une pathologie qui nécessite une prise en charge urgente, ça, ce sont les drapeaux rouges. Deuxièmement, ne pas explorer en excès un malade qui n'en a pas besoin et commencer par un traitement conservateur avant de demander des examens qui sont coûteux et qui peuvent, chez certains malades anxieux, les faire fixer et les faire passer à la chronicité. Et tout ceci passe bien entendu par une bonne évaluation clinique, comme on l'a vu, qui permettront bien sûr de faire un traitement adapté et d'éviter le plus possible le passage à la chronicité. Je vous remercie.